Aujourd'hui, on reçoit Cindy. Justement, optimiser les conversions Instagram grâce au setting. Il y a beaucoup d'argent qui se retrouve dans les relances. Pour remplacer des équipes de 50 personnes, tu vois. Je floppe, je recommence, j'améliore, j'optimise. Ça coûte moins cher et ça marche mieux. Ouais, c'est toujours dans Miami, c'est vraiment la ville de rêve. Donc. Aujourd'hui, on reçoit Cindy, les gars. Cindy qui est dans la formation en ligne et qui a un accompagnement par rapport à ça et un SaaS. On va parler un petit peu d'elle. Son SaaS s'appelle Twinsly. Elle a un setter IA qui peut transformer un petit peu tout un canal Instagram. C'est un setter IA sur Instagram. On va parler un petit peu de toi juste après. Et aujourd'hui, elle nous a rejoint sur la coloc à Miami. Donc, très cool profil. T'as kiffé. T'es assez jeune aussi. T'as vécu plein de trucs. T'as fait plein de trucs dans ton business qui sont hyper intéressants, je trouve. Et l'objectif de ce podcast, c'est de parler un peu de toi, un peu de ton histoire et puis ce que t'as découvert chez Connect aussi, des gens que t'as rencontrés, tout simplement. Donc, hello Cindy. Hello Johan. Merci de me recevoir. Franchement, c'est cool de pouvoir échanger là-dessus. Donc, grave. Moi, j'avais une question. Je t'en ai un peu parlé avant. C'était de savoir, genre, tout simplement, pourquoi t'as lancé ce premier business. Du coup, dans ton histoire, t'as 2 business aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est quoi un petit peu ces 2 activités? Ouais, carrément. Alors, j'ai eu une phase de transition un petit peu avant d'arriver sur ces 2 business-là. Mais j'ai toujours été dans la communication sur Instagram, l'acquisition, un petit peu tout ça. Donc, je fais community management au départ. Puis ensuite, j'ai monté mon agence. Ensuite, j'ai transversé sur l'accompagnement, justement, avec les coachs, infopreneurs. C'est notamment là que j'ai pu justement créer mon setter IA. Donc, c'est un peu la liaison. Et toujours dans l'accompagnement acquisition, mais cette fois dans les organismes de formation. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai lancé le setter IA, c'était vraiment pour les coachs et infopreneurs qui avaient besoin justement de monétiser leur audience sur Instagram. Et c'est vrai que c'était la problématique qu'on crée en fait chez nos clients, c'est-à-dire qu'on avait je vais envie de dire de trop bonnes stratégies, mais qui fonctionnaient bien. Okay. Et donc, en fait, on avait beaucoup d'engagement sur les comptes et malheureusement, on perdait beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas traitées parce que trop de DM, pas le temps de pouvoir justement échanger avec les gens, pouvoir justement les éduquer, les nurturer et les relancer aussi. Donc, il y avait pas mal de conversions qui passaient à la trappe et c'était vraiment la problématique de ces entrepreneurs. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas lancer un setter IA sur Insta. Donc, voilà d'où est né aussi le SaaS. Et pour la partie organisme de formation, du coup, on a fait un petit switch. On a changé de cible parce que trop de monde, on avait marre d'être les coachs de coachs. Donc, on s'est accentué sur vraiment les organismes de formation. Et maintenant, ça fait à peu près 4 mois que je suis à fond sur cette niche-là, donc vraiment spécialisée. Et on les aide à mettre en place un système VSL, donc un système d'acquisition. Donc, du moment où on retravaille en fait leur offre, on leur met en place un tunnel de vente et on gère la partie conversion en fait tout simplement pour leur permettre d'avoir plus d'apprenants durant leur session. Donc voilà un peu l'introduction globale de tous mes business et de ce que je fais aujourd'hui actuellement. C'est hyper intéressant. Du coup, aujourd'hui, tu focuses plutôt sur quoi? Sur le SaaS ou t'es vraiment sur l'organisme? C'est ce qui me rapporte de quoi vivre, c'est vraiment la partie accompagnement sur les organismes de formation. Le SaaS, c'est plus un side project, mais on a vraiment pour but de le développer là durant cette année 2026. Donc ça va bientôt faire un 50-50. Ok, trop cool. Parce que du coup, c'est un peu les questions que j'allais te poser. Tu vois, comment t'as trouvé un petit peu cette niche, mais toi, ça a été directement dans leur opérationnel. En fait, c'était un vrai besoin de clients que t'avais. C'est ça. Et tu t'es dit, bam, autant leur faire. Au début, t'as galéré pour avoir une V1, ça a été long? Eh ouais, très long. Surtout sur un secteur qui était pas énormément démocratisé au départ, c'est-à-dire que les setters IA, c'était un peu l'ère de l'IA. On avait ChatGPT qui commençait à arriver, donc les gens étaient un peu réticents, d'autres qui étaient opportunistes aussi. Mais effectivement, le marché n'était pas vraiment éduqué. Et même en termes de production, en termes de produits, on a dû chercher des développeurs pour pouvoir justement construire un petit peu tout ça. Et on a une vision qui est quand même assez long terme. Mais le but, c'est si jamais il y a revente, qu'on puisse vraiment être autonome sur les outils qu'on utilise, sur l'IA qu'on a créé, etc. Donc il y a vraiment une longue phase de production et d'éducation de marché aussi pour montrer en fait l'opportunité, contrer la réticence, le scepticisme un petit peu avec les intelligences artificielles, casser le fait que les gens ont peur de plus avoir d'humains en fait derrière leur conversion. Donc ça a mis un an de développement, de structuration. Et là, on commence à rentrer dans la partie acquisition. Mais ça a dû te coûter grave des ressources, non, de monter un SaaS? Un petit peu, mais en vrai, un petit peu, mais on a fait quand même un move intéressant et on est tombé sur les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'on a quand même pris un dev avec la vision d'entreprise et puis même en fait la vibes qu'on dégageait aussi avec Enzo, du coup mon associé. On a réussi à trouver un bon dev qui est vraiment à fond sur les nouvelles technologies, le MLM, etc., qui a accepté justement de nous rejoindre au pourcentage. Donc au final, ça a été quand même un gain d'argent quand même assez conséquent parce que un dev ça coûte vite très cher. Donc voilà. Ok,
Trop intéressant. Et petite question que je me posais pour en revenir à la partie formation, t'as aucun lien aujourd'hui, on est d'accord, avec le CPF ou l'OPCO, ou certaines sont finançables? Alors pour ma part, je suis pas du tout finançable avec CPF, etc. Par contre, effectivement, les organismes de formation que j'accompagne sont majoritairement finançables par les CPF, les OPCO, l'AFDAS, enfin ça dépend des secteurs, mais ouais, finançable majoritairement. Putain, c'est hyper intéressant ça du coup. Donc ouais, c'est pas mal comme secteur. Ok, trop cool. Et du coup, toi aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vu sur Instagram, à cette évolution, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les réseaux, etc. Tu te dis que du coup, le SaaS et le DM setting, j'imagine, qui est vachement niché sur Insta, on est d'accord? Ouais, c'est ça exactement. C'est complètement une promesse d'avenir. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir justement être toujours dans cette dynamique avec l'évolution de l'IA. Il y a de plus en plus de possibilités qui s'offrent à nous avec différentes possibilités, différentes actions. Et c'est vrai que l'aspect humain, c'est aussi ce qui revient souvent sur les outils IA. On cherche toujours à humaniser, de pouvoir avoir des résultats qui nous ressemblent, qui vraiment sont en corrélation avec ce qu'on recherche, ce qu'on veut produire, etc. Et c'est vrai que la partie setting IA est notamment très pas conflictuelle, mais je dirais que les gens sont beaucoup plus réticents. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir casser un petit peu tout ça et de pouvoir créer une solution qui a de l'avenir et puis qui soit ultra intéressant parce que forcément, hors l'aspect IA, c'est beaucoup de créer du lien. C'est l'objectif avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on puisse justement créer du lien avec les prospects, les gens qui nous contactent et de pouvoir aussi permettre aux gens de se sentir considérés et de pas parler à un setter qu'on va pouvoir justement avoir qui fait du mass message, qui se souvient plus des derniers messages que vous avez échangés. Donc voilà, le but c'est vraiment de créer de la connexion avec les gens qui nous suivent et pouvoir monétiser ça en fait derrière. Tu sais que j'ai genre hâte de le tester. Ouais. Parce que en vrai, moi, dans mon cas sur Connect, alors j'ai un peu du monde, etc. Il y a Emery que tu as vu ici à Miami. Mais en vrai, c'est chaud de gérer toutes les personnes et il y a plein d'interactions qu'on peut faire. Les gens qui commencent, enfin, tu peux opt-in en fait avec des gens. Il y a Hugo du coup dans Storehouse qui le fait ultra bien. Ouais. Il y a des bons setters, des bonnes équipes et tout, mais le coût et le temps que ça prend. Ouais, c'est clair. Surtout que c'est des choses qui pourraient être automatisées, donc effectivement. Ça t'intéresse de ouf. Ouais, beaucoup d'argent. Ouais. Non mais je te jure, hein, tu sais que moi au début de Connect, mais en vrai, tout ce que j'ai fait, c'était juste à mettre des vidéos sur les réseaux et je faisais pas de DM setting, c'était juste je mettais des stories en mode que l'inbound, que des gens qui me disaient, qui venaient à moi me disaient moi je suis intéressé, envoie les infos. J'ai jamais été envoyé à des messages des inconnus, tu vois. Ouais. Imagine avec ta solution. C'est ça. Après effectivement, le but c'est de pouvoir justement essayer de créer un maximum d'inbound, tu vois, avec des gens qui sont intéressés, qui veulent justement échanger avec toi. Effectivement, quand tu arrives sur de la masse, c'est un peu compliqué de tout traiter ça correctement, de relancer aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se retrouve dans les relances. Donc le but c'est de pouvoir combler un peu toute cette problématique et faciliter aussi la vie des entrepreneurs. Donc si ça peut t'aider T'arriverais à le formuler genre en une phrase, la vraie proposition de valeur du coup de Twinsly? Alors en une phrase, ça va être un peu compliqué, j'avoue. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement optimiser les conversions Instagram grâce au setting IA pour les entrepreneurs et pour toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre en fait à partir d'Internet. C'est vrai que maintenant, du coup, alors je fais un peu plus qu'une phrase, mais pour donner du contexte, on était majoritairement ciblés sur les coachs et infopreneurs parce que c'était notre cœur de métier, on connaît parfaitement cette niche. Mais c'est vrai qu'effectivement, toutes les personnes, même les restaurateurs, des franchises, des grosses marques comme Nivea par exemple, qui ont des gros catalogues, des grosses offres ou des choses comme ça, de pouvoir justement avoir des gens qui se disent ok, est-ce que vous faites des repas sans gluten ou est-ce que moi j'ai un type de peau grasse, quel produit pourrait m'aller pour hydrater ma peau, etc. Et pouvoir en fait justement avoir des échanges qui soient humains directement sur Instagram. Donc on s'élargit un peu plus, mais effectivement la promesse c'est de pouvoir justement optimiser le taux de conversion pour un business. Et moi, il y a un truc qui m'en ouvre dans toute l'histoire, c'est t'as trouvé où les compétences pour faire un truc pareil? Je sais que t'as un dev qui gère cette partie-là, mais t'as l'idée marketing, t'as l'entraînement, t'as plein de trucs à gérer. Comment t'as fait ça? J'aime bien dire qu'on apprend toujours sur le tas. Au départ, tout ce que j'ai monté, c'est vraiment j'avais zéro connaissance et je me suis dit ok l'idée me plaît. Je trace et je tente, je teste des choses sur le terrain, je floppe, je recommence, j'améliore, j'optimise. Donc ça a toujours été comme ça. Effectivement, après avec le temps, ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, tu commences à comprendre un petit peu les rouages, tu commences aussi à prendre en compte un peu tout ton environnement. C'est-à-dire que t'as un problème, tu mets en place un service et ça ouvre de nouvelles problématiques, de nouvelles solutions et réussir à voir un petit peu les potentielles offres qui peuvent se développer autour par rapport aux problématiques aussi que tu peux créer, parce qu'il y a pas mal de services que tu peux faire et qui débloquent d'autres problématiques. C'était important et surtout combler le gap. Moi, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est de pouvoir justement proposer des offres qui comblent le gap sur vraiment tout un écosystème pour un entrepreneur.
Donc c'est un peu... T'as la vision écosystème, quoi. Ouais. Tout est lié. Ah ouais, obligatoirement. C'est depuis le départ, que ça soit même pour moi ou maintenant pour mes clients, tout penser en écosystème, c'est ultra important puisque tout est lié de manière générale. Je suis ultra aligné avec ça. Tu l'as vu sur le Connect, là, la petite app qu'on sort où tu peux pouvoir parler avec c'est incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion de tester en plus, franchement, incroyable. Ça fait plaisir. Non, ça va être cool. Je suis très aligné avec toi. Je suis très, très aligné avec toi. En fait, le fait de monter une entreprise et d'accumuler de l'expérience dans un truc, mais c'est ce qui fait que ça marche. Mais toi, je trouve que c'est quand même allé assez vite parce qu'en 4 ans, tu t'es associé rapidement à Enzo? Ouais. Depuis le départ, on a monté toutes nos entreprises ensemble. Mais ouais, effectivement, avec l'expérience du business, tu finis. Moi, pour la petite anecdote, tu vois, par exemple, ce Magique, techniquement, cette idée, on l'avait 7 mois avant, et on se disait putain, faut qu'on le fasse, mais on avait encore aucune compétence. C'était peut-être la 2e année de business, donc pas de compétences en dev, il y avait pas encore Claude, etc. Donc galère de développer un truc. Mais il y a plein d'idées comme ça où en fait, quand t'as de la vision sur le marché, sur les besoins et sur les technologies, franchement, c'est pas mal. Ça t'apporte quoi d'avoir un associé aujourd'hui? Tu devrais avoir une boîte toute seule ou? C'est très compliqué. J'aime beaucoup le fait d'être associé parce que quand t'es associé, tu peux avoir une personne sur qui compter et qui te complète aussi beaucoup. Techniquement, avec mon associé, on a 2 secteurs complètement différents. Lui est beaucoup plus dans la partie structuration d'entreprise, vision d'entreprise, vente aussi. Là où moi, j'ai un côté qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus structurel dans l'opérationnel, etc. Et en fait, ces deux complémentarités, elles permettent justement de pouvoir avoir plus de temps, plus de compétences et de pouvoir justement combler plus de choses dans une boîte. Et c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à me dire, OK, je me lance un projet solo, même si, chacun a ses compétences. Mais c'est vrai qu'être associé, c'est toujours plus intéressant, je trouve, en apport de valeur. T'as pas eu du coup d'autres associés, donc pas forcément d'erreurs. Ouais. T'as une idée de ce qui pourrait être un mauvais associé ou au contraire un très bon associé? C'est quoi les compétences qui font d'Enzo, du coup, qui regarde peut-être, qui fait que pour lui, pour vous, ça marche? Les mauvaises, on va dire un petit peu les red flags d'un mauvais associé, je pense que c'est la communication. C'est ultra important. Moi, avec mon associé, on est toujours en échange, tout le temps, on fait part de nos points de vue. Des fois, on est en désaccord et c'est OK. Mais toujours trouver un peu qu'est-ce qui est constructif dans chacun pour pouvoir prendre des décisions qui sont en corrélation. Donc le red flag, ça serait vraiment la communication, d'avoir un associé qui est borné sur des idées et pas forcément ouvert à celles des autres. Et en green flag, ça serait vraiment la partie communication et surtout expertise sur différents domaines. Je trouve que quand on prend une personne qui est trop différente de nous, ça peut être très vite compliqué sur le long terme. Donc nous, on a la chance de pouvoir être similaires, mais dans des zones de génie qui sont différentes. Pour autant, on se comprend très bien, donc je pense que c'est aussi très important de faire attention à ces points-là sur une association. Et du coup, vous communiquez bien, mais est-ce que tu penses que tu pourrais vivre, je sais pas, en coloc avec ton associé? Ou ce serait trop chaud? Non, franchement, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. J'ai habité pendant 1 an à Lyon avec lui et on s'était lock-in vraiment pendant 1 an après le bac. Donc on s'est dit OK, on fait all-in sur notre business. 1 an à Lyon, en coloc, donc on était en full time, on sortait même presque plus beaucoup, on avait une routine par contre horrible. Mais par contre, c'était vraiment insane. Et c'est un peu l'énergie justement qu'on retrouve aussi dans la coloc. C'est vraiment l'énergie de OK, on travaille, on se fait kiffer de temps en temps et on récompense en fait nos efforts. Et par contre, l'énergie est vraiment là, chacun a ses idées, chacun a sa zone d'expertise. Donc non, franchement, ça pourrait être banger. Et du coup, c'est ce que je retrouve ici à coloc. Et c'est ce que j'avais avec Enzo aussi en coloc, du coup à Lyon, donc à 2 dans une coloc d'entrepreneurs, non, ça serait vraiment incroyable. Et t'as pas vu les limites de vivre toute seule avec ton associé? Non, je dirais qu'on est trop travailleurs. Donc en fait, on était vraiment à fond dessus. Et du coup, on a peut-être mis un peu de côté l'hygiène de vie qui est ultra importante en vrai quand tu prends du recul sur ça, parce que du coup, quand t'as 2 bosseurs ensemble, 2 bosseurs, ça bosse, et du coup beaucoup d'opérationnel. Il y a plus toute cette bulle. En fait, tu te construis une bulle mentale quand même autour de ça, et c'est dur de prendre de la hauteur, du recul, etc. Donc je dirais que c'est un peu les limites d'être dans ça, mais quand tu trouves le bon équilibre. Et en vrai, c'est des erreurs par lesquelles tu passes. Aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est important d'avoir un bon équilibre, et justement, c'est pour ça qu'on fait pas mal de sport, qu'on fait des activités en dehors. Donc non, il y a un vrai équilibre sur ça. Donc c'est cool. Tu vois, moi, cet équilibre, pour le coup, j'avais vécu à l'époque avec mes 2 associés, en tout cas un pendant longtemps, qui s'appelle Erwan. Et nous, en gros, on partageait tout, parce que déjà, on faisait notre sport ensemble, on était potes de base avant, tu vois, et en plus de ça, on avait notre premier business ensemble. Mais nous, on était comme vous, des fous. Je suis des fous, c'est de 8h à minuit, on foutait rien d'autre et on prenait des risques de ouf. Et
Et en fait, quand t'as cumulé tout, bah moi, j'avais vu les limites après à peu près 6 mois, Ouais. de me dire, bah aujourd'hui, c'est toujours un de mes super bons potes, un de mes meilleurs potes probablement. Ouais. Mais j'ai vu les limites de me dire, bah t'es toujours avec la même personne, t'apprends pas forcément. À des moments, c'est dur tu te lèves avec, tu fais du sport avec, tu bosses avec, Tu manges avec, tu te lèves avec. Et c'est ça. Et au bout d'un moment, tu te fatigues. Et on a beau se kiffer, tu vois, je me suis dit à un moment, waouh, tu te fatigues quand même. Et moi, c'est pour ça, du coup, que j'avais fait le premier truc, prendre un aller simple en Thaïlande. Carrément. Et j'ai lancé un peu Connect aussi. Ouais. C'était juste ce truc de me dire, bah, en vrai, je peux faire pareil avec des gens, même lui. Mais tu vois, le fait qu'il n'y ait pas que lui. Imagine demain, justement, il y a Enzo. Ouais. En vrai, c'est faire son. au moins, tu vois, t'as d'autres gens aussi avec lesquels interagir. Et quand tu bosses, moi, il y a Emric, du coup, qui est dans ma team ici. Ouais. En vrai, c'est grave cool. Bien. Je le vois pas tant que ça, Emric. Oui, ouais. Mais je le vois quand même, tu vois, on peut grave bosser. On est tellement, ça, c'est une vraie question que j'ai pour toi. Ouais. On n'est pas tellement plus efficace en physique aussi? Ouais, de ouf. Je sais pas, en fait. Ah ouais? En physique, bah, dans ce cadre tu vois, des colocs de fou. Mais, par exemple, avec Enzo, bah, comme je te l'avais dit, à force d'être focus, bah, au final, t'es vraiment dans l'opérationnel. Et des fois, ça a ses limites. Mais parce que pas bonne routine, etc. Mais, je suis d'accord qu'en présentiel, par contre, quand tu trouves le bon rouage, franchement, c'est banger. Donc Ouais. donc voilà un peu. Je trouve l'entre-deux. Ok, ouais, non, ok. Je vois carrément la vision. Ok, moi, je m'étais noté, du coup, une petite question par rapport à ton SaaS, parce que je sais que, du coup, par rapport à tes compétences, t'en as parlé, mais, bah, toi, j'ai l'impression que ta grosse compétence, elle est aussi vachement liée au marketing, on est d'accord? Ouais, majoritairement sur la marketing, communication. Donc, toi, un vrai concept con, c'est une go-to-market, c'est vas-y, t'as un SaaS qui est prêt, t'as une promesse qui est prête, peu importe ce que tu vends, hein, là, c'est le cas d'un SaaS, mais ça peut être autre chose. C'est quoi un peu pour toi le plan, là, pour lancer ce SaaS? Comment tu vois les choses? Ouais, alors, sur la partie SaaS, on a 3 grosses étapes, il me semble. Ça va être du coup la partie ads. Donc, le but, c'est qu'on puisse faire de l'ads. Donc, on paye pour justement être mis en avant chez les bonnes personnes. Donc, il va y avoir une partie ads. Il y a une grosse partie sur l'affiliation. Le but, c'est qu'on puisse justement avoir un gros réseau. Et en fait, l'utilisation du SaaS est souvent répertoriée sur le réseau des personnes qui l'utilisent. Donc, il y a je pense un gros point à faire sur la partie affiliation. Donc, ads, affiliation et organique. Beaucoup d'organique, ça marche très bien sur du référencement typiquement. Alors, là, pour l'instant, on n'a rien poussé. On avait juste fait un test sur une vidéo YouTube. On avait fait genre 50 vues et on avait 7-8 personnes qui ont pris le SaaS direct alors qu'il y avait aucun marketing. Le SaaS était horrible en termes de LP. Donc, en fait, ouais, l'organique, ça peut être vraiment puissant, je pense. Donc, c'est des gros points, en fait, de l'acquisition au niveau du SaaS. C'est chaud quand même, un SaaS en organique, non? Avec les bons codes, je pense que ça peut être très bien. Et puis après, il y a aussi l'avantage du marché sur le produit, en fait, qui il est démocratisé en France, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs performants là-dessus. Donc avec les bons exemples, montrer que ça fonctionne sur le terrain, ça peut être très puissant en organique. Donc bah forcément. Il te faut, t'estimes que t'as un plan un petit peu en fait d'action pour dire vas-y, j'aimerais monter aux 1000 users en je sais pas 1 an, 6 mois, peu importe. C'est vrai qu'en termes de résultats, effectivement, j'ai un peu du mal à me projeter pour le moment. C'est vrai qu'il est important d'en avoir quand même pour avoir une direction, mais on aimerait bien avoir les 10K d'MRR d'ici les 6 prochains mois. Donc ça équivaut à peu près à une soixantaine de clients à peu près. Ouais. Donc c'est vraiment atteignable, enfin avec de l'ads, de l'organique, de l'affiliation, ça peut aller très vite. Donc non, franchement, ça peut être vraiment intéressant. Effectivement, j'aimerais bien aller chercher les 10K d'MRR, c'est un bon premier step, et surtout de manière constante. Donc d'ici 1 an, dans l'idée, c'est de pouvoir avoir les 1000 users, ça pourrait être pas mal. C'est un chiffre qui est un peu entre guillemets random, enfin assez large, tu vois, mais c'est un beau cap. Avoir 1000 personnes qui utilisent le SaaS, avoir un taux de churn qui soit le plus bas possible, parce que forcément le but c'est que les gens puissent voir la valeur du projet, et que surtout ça puisse leur apporter. Donc le but c'est que en gros on se dise une personne elle rentre, elle reste au moins 6 mois, c'est que pendant 6 mois ça lui a servi, etc. Donc maximum de personnes qui rentrent, donc environ 1000 sur 1 an, et ensuite avoir le taux de churn le plus faible possible de manière générale. En soi, c'est pas irréaliste, tu vois, c'est un peu le mot que j'aime pas, il est trop utilisé, de scale les business, en scalant, le scaling, c'est too much, mais en réalité, à partir du moment où t'as ta méthode d'acquisition, t'as ta promesse qui marche, tu dupliques les compteurs en ads, en setting, en vente, parce que j'imagine qu'il y a un process setting. Oui, derrière, forcément. T'as quand même un process setting closing, tu dupliques, t'augmentes et c'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça, c'est juste de la mise à l'échelle en vrai. Ton marché il est tellement énorme. Ouais. Puis la promesse est très pas je dirais simple, mais tu vois, en vrai, je fais de la pub, je lui dis écoute, tu veux tester un petit peu l'IA, envoie un message sur ton Instagram et fais-toi ton propre avis.
Et ça suffit. Juste, j'aime bien la citation qui est show don't tell, de montrer au lieu de parler. Et le but, c'est que voilà, ça puisse faire le marketing tout seul en fait. Le marketing tourne autour du produit. Genre, envoyez-moi un message et testez. C'est ça, tester. Je suis tellement d'accord. Donc, c'est un peu l'idée pour maximiser aussi. Nous, du coup, moi, sur mon business que j'ai à côté de Connect, c'est mon agence. Bah, je t'en avais parlé, on utilise ça, je crois que je te l'avais même fait tester, tu vois. J'étais contente du résultat. C'est sur WhatsApp. C'est propre. Bah, du coup, WhatsApp. Putain, nous, c'est vrai que ça, c'est la meilleure des méthodes pour faire tester à quelqu'un. Dès que j'avais des clients, je disais, bah, écoutez, vous voulez savoir? Ouais, tester. Ouais. C'est la meilleure des méthodes de vente, je trouve. Ouais, Elle se fait pas partout, mais sur du digital. Ouais, bah oui, c'est ça. Tellement bien de pouvoir faire tester, je trouve. Ouais, bah tu comptes le scepticisme direct. La personne, elle se dit, ok, bah je teste, et en fait, elle se fait son propre avis sur le produit. Et derrière, c'est plus concret, tu vois, parce que les promesses, ça peut être très contraignant, entre guillemets, quand c'est trop utilisé, etc. Donc le fait de pouvoir montrer et de laisser la personne se faire son propre avis, ouais, ça te fait tout ton marketing et toute ton acquisition en vrai. Donc, puis sur l'IA, ça coûte que dalle, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, mais tu parles justement de marketing d'acquisition. Tu dois voir l'évolution ou pas des agents IA qui, je sais pas, dans un an, tu penses que dans un an, tu as vraiment des agents qui gèrent 100% de nos campagnes, font les créas, photos, peut-être même vidéos, ça va prendre un peu plus de temps. Les setups font tout genre à notre place. Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr. On est mal barré. On est mort. Ouais, on est mal barré. Après, voilà, moi j'aime bien aussi mettre, tu vois, de la nuance sur le fait que, ok, il va y avoir des dingueries en termes d'IA, mais ça va développer de nouveaux postes, donc ça va être très intéressant aussi de voir les gens qui vont saisir ces opportunités en termes d'IA. Mais effectivement, d'un point de vue marketing, acquisition, il y aura plus forcément beaucoup de limites. Ouais. Tu pourras faire beaucoup de testing, tu pourras faire beaucoup de nouvelles choses, tester beaucoup de formats, etc. Et lancer des campagnes. En fait, tout le temps que tu perds, tu peux l'automatiser. Enfin, je sais que tu es très fort là-dedans. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Mais effectivement, d'ici quelques temps, ça va être dur de suivre. Et ceux qui vont suivre, ils vont prendre beaucoup d'avance aussi. Je pense qu'on va avoir un écart de plus en plus gros de différence de richesse. Je pense que oui, mais dans le sens positif. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont réussir à arriver sur certains paliers grâce à toutes ces opportunités, toutes ces nouvelles technologies. Mais effectivement, il va y avoir une grosse différence entre ceux qui savent l'utiliser de manière lambda et ceux qui savent très bien l'utiliser et de manière stratégique. Et ça, par contre, ça va creuser des gaps de ouf. Donc, ça va pas être la même. C'est ça. Quand t'as quelqu'un qui fait une créa et t'as l'IA en face, ton agence concurrente qui en fait 15, 20, 30, t'as forcément 30 fois plus de chances de pouvoir avoir une winneuse qui va te rapporter plus de cash et prendre tout le marché de manière générale. C'est tellement vrai. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu concrètement avec Manus, dont je parle beaucoup. Manus, pour la génération de statiques dans le volume, il t'en génère 5 d'un coup, tu peux les voir dans un truc visuel. Ah ouais, c'est vrai. C'est une qualité qui est folle. Enfin, moi, je me rappelle, parce que je l'ai vu, cette évolution vraiment, de me dire, avant, au début de mon agence, il y a 2-3 ans, on avait vraiment des photographes qui venaient, des mecs qui designaient sur Canva. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de photographes, plus de designers. Il y a moi qui envoie un vocal à Manus et c'est terminé. Ouais, c'est fou. Je devrais pas dire ça à mes clients, j'espère qu'ils voient pas ça. Mais... Ouais, t'es ouf. Ouais, c'est vrai. Après, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, même tes clients, ils peuvent le voir parce que entre le moment où tu dois comprendre, la compréhension, l'utilisation du produit, le résultat, il y a tellement un gap énorme. Ouais. Donc, puis dans tous les cas, tant que tu apportes le résultat, peu importe la promesse que tu fais, si les gens sont prêts à payer un montant donné, évidemment, avec le temps, ce genre de services un petit peu digitaux vont de plus en plus s'abaisser, mais ils vont aussi s'adresser à un volume de plus en plus énorme de personnes. Ouais. Les SaaS sont la concrétisation la plus facile de se dire, il n'y a plus d'agences. Avant, il y avait des agences de setting. Aujourd'hui, il y a toi. C'est ça. Vous êtes deux, vous remplacez des équipes de 50 personnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, carrément. Et c'est que l'évolution de, en même temps, ça coûte moins cher et ça marche mieux. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vu sur WhatsApp, j'avais des setters. Ouais. Je les ai virés, soyons honnêtes, et aujourd'hui, ça coûte moins cher et ça marche mieux. C'est ça, optimisation, vision. Putain. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, les gens achètent plus pour ce que tu fais en tant que tel, mais plutôt pour ce que tu apportes. Donc, franchement, pour moi, ouais. Tu penses que c'est lié à ça, du coup, le personal branding? Ça y joue pas mal aussi. Ce que t'apportes. J'ai vu beaucoup de personnes acheter des programmes juste parce qu'ils aimaient la personne. Ouais. Et derrière, bon, après, il faut jauger le décalage entre ta personal brand et ton expertise, forcément. Mais effectivement, la personal brand est pour beaucoup. C'est ce qui fait la différence aussi. Les gens achètent pour quitter et pour la transformation que tu peux apporter. La visualisation aussi que tu apportes aussi par rapport à quitter ta vision du business. Donc derrière, tu peux tout vendre avec ça. C'est tellement puissant. Ouais. C'est le seul truc qui survivra aux IA, je pense. Ouais, carrément.
Franchement, t'as des noms que tu sais que t'as construit, t'as mis du temps, t'as mis des vidéos. C'est tellement la chose la plus rentable sur le long terme, je trouve. Ouais, c'est clair. Bah, Hugo le fait très bien, hein. Franchement, Ouais, en organique. Bah, quand t'as de l'organique, tout est plus simple. En termes de process, en termes de vente, en termes de tout. Ouais, donc, c'est important de la travailler. T'as rencontré des colocs ici qui t'ont apporté un peu ça, des process, des trucs, Ouais. des machins? J'ai envie de dire tout le monde, ouais. Franchement, tout le monde. Hugo m'a beaucoup aidé sur la partie closing, sur la partie vraiment processus de vente. Toi et Lorenzo sur la partie IA. Franchement, il y a tellement de choses à faire, que ce soit sur la partie créa, sur la partie automatisation du delivery, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA, que moi j'apprends ou que je faisais encore pour mes clients, que maintenant je peux automatiser. Donc il y a vraiment plein de choses que j'ai pu récolter de la part de tous les colocs. Et tu vois, même moi aussi, je partage des conseils pour d'autres personnes. Et ça, c'est dingue. Enfin, tu prends un petit peu le bon de tout le monde et sur tes problématiques actuelles. Et ça, c'est vraiment puissant. Ouais, à ce niveau-là. Cool. Bah, écoute. Donc, c'est ça. Je que ça avait pu te servir, c'est bien. C'est bien, t'as pu faire des rencontres. T'as le côté aussi international. Miami, t'as kiffé, toi, non? J'adore cette ville. Franchement, dans Miami, c'est vraiment la ville de rêve. Donc, ouais, je suis très contente de pouvoir être venue dans un cadre aussi professionnel avec des personnes qui vibrent à la même énergie. J'avais la same énergie sur les personnes avec qui je travaillais et la ville. Non, franchement, c'est un banger. Ouais, le connect bien passé pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es dans mon cœur. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Moi, j'ai kiffé aussi Miami. Je le disais à pas mal de gens, top 3 pour moi avec Koh Samui que j'adore, Valencia, ville en Espagne que j'adore, côté européen. Mais c'est bien, j'ai un point en Asie, un point en Europe, un point aux US. C'est ça. Tu retrouves un petit peu ta vibes partout. Ouais, franchement, je peux bouger sur toutes les time zones. Là, je suis content, tu vois. Ouais, c'est cool. Bon, le décalage horaire qui fait un peu mal, mais ça, ouais, ça va. C'est que des pays, par contre, où les taxes sont merdées quand même. Ouais. L'expatriation, c'est chiant. Ça, non. Mais bon, on est bien à Miami, donc ça vaut le coup. C'est incroyable. Non, franchement, c'est clair. T'as pas été à Dubaï? Non, pas encore Dubaï. T'as pas d'avis dessus? J'ai pas spécialement d'avis. J'ai un peu peur de la superficialité, de manière générale. Après, moi, je vibre beaucoup sur les énergies des villes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les grosses villes, les énergies où justement les gens, ils sont là pour bosser, ils sont là pour tout donner. Leur seul but, c'est, voilà, trust the process et juste work. Donc, je pense que Dubaï, ça m'irait bien. Puis t'as toujours aussi ces petits éléments qui te motivent, tu vois. Par exemple, à Miami, le nombre de supercars qui passent. Limite, t'as besoin d'acheter des boules caisses tellement ça fait du bruit. C'est ultra motivant. Après, ça dépend effectivement de tes réussites, les réussites que tu souhaites. Mais c'est vrai que moi, j'aime les villes qui coûtent cher, les villes qui sont grandes et les villes où les gens ont des thunes, la thune. C'est tout ce qu'il me faut pour exceller. Donc, ouais, Dubaï, je pense que ça pourrait me plaire aussi. Miami, ça regroupe tous les éléments. Ça regroupe la grosse ville, la plage, les gens smart. Et peut-être un peu moins de superficialité, mais je peux pas poser encore un avis dessus. Ouais. Donc, non, franchement, c'est cool. Puis on peut voir des pans, on peut voir des ratons laveurs dans le jardin, on peut voir des coqs. Enfin, franchement, non, c'est vraiment dingue. Donc, aussi, je suis tellement d'accord avec toi. Donc, c'est cool. Toi, je sais pas si t'as un avis entre les deux. Ouais. Ah non, je kiffe. Dubaï, comme toi, j'irais peut-être 4 semaines par an pour travailler, parce que c'est bien. Après, moi, les gens là-bas... c'est moins ma DA, c'est bien parce qu'il y a des mecs qui se bougent, mais pour moi, une personne sur deux, mon pote Ethan avec qui je parle beaucoup, qui lui habite à Dubaï, une personne sur deux, c'est un scammer, hein, soit une lunette, ou alors est un mytho, tu vois. Ouais. Et par contre, l'autre moitié, c'est vraiment des gros entrepreneurs. Donc c'est hyper dur de se dire, vas-y, Dubaï n'a rien. C'est pas vrai. C'est beau, c'est propre, ça tourne bien. Enfin, il y a plein d'avantages à Dubaï, je peux pas le nier. Maintenant, en termes d'énergie, moi, j'aime trop la nature, j'aime trop voir mais puis même, je sais pas, l'énergie d'une ville, ça a pas d'âme. Je suis désolé, comparé à Miami, t'es là, tu sors dans la rue, les gens, ils ont une histoire, il y a une culture. Moi, je suis attaché, je pense, aux pays qui ont des cultures, tu vois. C'est clair. Ouais, on en a déjà échangé, donc. Écoute, petite fin, moi, j'aimerais bien te proposer de te répondre à quelques petites questions. Je te pose des questions très vite, tu réponds. Et après ça, on aura fait un beau podcast. Ouais. Avec plaisir. Écoute, les questions, elles sont hyper simples, donc tu réponds par oui ou non à chaque fois. Ça marche? Ok. Alors, est-ce que la majorité des entrepreneurs perdent de l'argent parce qu'ils répondent trop tard au DM? Oui. Est-ce qu'un setter IA peut convertir mieux qu'un humain? Oui. Est-ce que la plupart des chatbots actuels sont nuls et font perdre des ventes? Oui. Ok. Est-ce que Insta, c'est le meilleur canal de vente aujourd'hui? Ouais. Ok, je suis un peu d'accord. Est-ce que la personnalisation est plus importante que le script de vente pour une IA? Oui. Ok, faites qu'elle te connaisse. Ouais. Est-ce que l'IA, elle va supprimer le métier de setter? Oui. Est-ce que la formation, c'est devenu plus rentable qu'avoir un diplôme aujourd'hui, bien se former? Pas à 100%. Tu vas me dire que des oui. Oui. Est-ce que la majorité des organismes de formation ont un problème d'acquisition ou ils auront plutôt un problème d'offre? Problème d'acquisition. Ah ouais? À 100%. Après, forcément, structuration d'offre, mais c'est juste l'acquisition qui bloque, majoritairement. Ok. Et du coup, à ton avis, petite question un peu plus ouverte, c'est quoi la plus grosse compétence business à avoir en 2026, là où on arrive?
Pour moi, c'est l'acquisition. C'est de savoir justement maîtriser son trafic entrant et de pouvoir avoir tous les process pour que la personne, elle se dise « Ok, je te découvre. Ok, tu m'intéresses. Ok, c'est pertinent. Ok, je viens chez toi. » C'est tout. Magnifique. Merci Cindy. Et ben, On a au timer. Pour ce prime de podcast, j'ai envie de dire. Franchement, c'était cool d'échanger avec toi. Donc, merci à toi. Trop cool. Merci.